Bonjour à tous, je souhaiterais partager avec vous l'expérience que nous menons en matière de parentalité positive au sein de la MAFAR-EPE où nous avons mis en place depuis plus de 3 ans maintenant des ateliers Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Tout d'abord, un mot de l'association que je représente, la MAFAR-EPE, Association des maisons de la famille de La Réunion, école des parents et des éducateurs. Vous pouvez trouver l'ensemble de nos activités sur notre site internet. Concrètement, nous sommes une association affiliée à la FNEPE, Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs, qui est une tête de pont sur Paris et qui fédère une quarantaine d'associations sur le territoire français, dont la vocation est de soutenir les familles en matière de parentalité et de conjugalité. Donc, comment sommes-nous venus à la parentalité positive? L'association a été créée en 1994. Certes, nous bénéficions de l'appui du réseau national et de son expertise, et nous menions déjà un certain nombre d'actions, c'est-à-dire des entretiens individuels, ayant valeur de consultation éducative ou de consultation conjugale, des groupes de parole, des cafés des parents, mais aussi des programmes d'éducation parentale, c'est-à-dire EPJE de Bernard Terris et Faber et Maslich. Donc nous devions d'aller un peu plus loin et donc de répondre à la demande de formation des parents. Je me souviens d'un père extrêmement violent avec ses enfants au point où la plupart d'entre eux avaient été placés en famille d'accueil ou en institution qui me disait « Je ne sais pas comment faire pour éduquer autrement mes enfants, je n'ai pas d'idée, il faut qu'on m'apprenne ». Je pense qu'il y a urgence à travailler en matière de parentalité bienveillante. Au niveau des services de protection de l'enfance à La Réunion, nous avons plus de 2000 jeunes placés en famille d'accueil ou en institution, plus de 4800 informations préoccupantes par an. Je peux également évoquer le dernier fait divers qui illustre mon propos. La semaine dernière est passée au tribunal une mère de famille qui a corrigé à coup de ceinture son fils. De plus, elle a filmé la scène et l'a déposée sur YouTube, ce qui a fait le buzz. Certains avaient critiqué son geste d'un autre temps, mais beaucoup avaient salué son comportement, arguant qu'une bonne correction à l'ancienne n'a jamais fait de mal à personne. Cependant, le procureur aura posé les bonnes questions. Vous admettez frapper votre enfant, mais ces violences l'ont-elles remis sur le droit chemin? Non, puisqu'il continue de commettre des délits. En effet, 2 semaines après les faits, le jeune était à nouveau en garde à vue au commissariat de police. Les parents sont souvent désemparés et ne reproduisent que le schéma de violence qu'ils ont connu, ce qui conduit parfois à des faillites éducatives. Nous voyons bien ici que la parentalité bienveillante est un défi pour les parents, mais aussi un enjeu de société. Face à ces constats et ces demandes, il était devenu important pour nous de se doter de programmes d'éducation parentale ayant fait leurs preuves. Alors notre quête nous a conduit, nous qui sommes que des praticiens, à découvrir une large littérature scientifique qui n'a fait que renforcer nos convictions et notre motivation à agir autour des 3 notions de base suivantes. Le développement harmonieux de l'enfant au plan cognitif et affectif, ainsi que son adaptation sociale et scolaire sont liés aux compétences éducatives dont les parents et les éducateurs font preuve dans leur interaction avec leurs enfants. Pour les enfants confrontés à des contextes familiaux difficiles, pauvreté, sous-scolarisation, instabilité familiale, des pratiques appropriées constituent de bons facteurs de protection favorisant leur résilience et les meilleurs prédicteurs de leur réussite. Les compétences éducatives favorables ont été largement identifiées dans la littérature scientifique, la capacité d'empathie, l'expression directe des sentiments, la gestion claire et effective des comportements, les habiletés de communication, etc. Mais comment faire pour nous qui sommes donc des praticiens? Paradoxalement, c'est auprès d'auteurs n'ayant pas voulu jouer le jeu de la validation scientifique qu'ils jugeaient très certainement trop réducteur, c'est-à-dire M. Guinot, pour qui l'empathie doit être à la base de la communication parent-enfant, et qui a inspiré Adèle Faber et Hélène Maslich, que nous avons trouvé pour partie ce que nous recherchions dans les ateliers Parler pour que les enfants écoutent,
écouter pour que les enfants parlent. Alors citons cependant, je vous l'ai mis en référence, un des rares articles sur la question, l'article de 2013, qui étudie l'impact de la méthode Faber et Maslich au Canada. Selon les auteurs, l'intérêt de la méthode est de permettre de travailler les 3 dimensions, on en a parlé un peu ce matin, les 3 dimensions parfaitement identifiées qui constituent une parentalité positive pour la littérature scientifique. L'affiliation, aussi appelée acceptation, chaleur ou bienveillance, qui fait référence à une implication interpersonnelle bienveillante, l'opposé de cette dimension étant le rejet, la froideur ou même la sévérité. La structure, aussi appelée accompagnement parental, régulation, cadre et limite, qui fait référence à un arsenal de règles claires et consistantes, ainsi que les attentes et conséquences, son opposé étant la permissivité ou le laisser-faire. Et enfin, le soutien à l'autonomie, qui fait référence à l'empathie et au respect des idées, des sentiments, des initiatives de l'enfant, son opposé étant le contrôle psychologique ou le contrôle parental, caractérisé par la pression, l'intrusion et l'affirmation du pouvoir qui peuvent être soit explicites, menaces coercitives, ou implicites, amour inconditionnel, invalidation, humiliation. Donc voilà très rapidement les 3 dimensions que la méthode Faber et Maslich permet de travailler en priorité. Mais que constate-t-on au niveau de notre association au quotidien ? La méthode relève d'une pédagogie clé en main, accessible, qu'il est facile de comprendre. Elle s'appuie sur des livrets pédagogiques qui rappellent l'essentiel des habiletés parentales travaillées. Les jeux de rôle constituent aussi un bon support de prise de conscience. Ils permettent aux parents de sortir de l'attitude en miroir qui crée l'enfermement de la relation et l'escalade de la violence. Cet adolescent insupportable n'est-il pas le reflet d'un parent agacé et démuni ? Les séances mêlent apprentissage d'habilité et exercice d'application. Les parents sont ensuite incités à mettre tout cela en pratique chez eux et au début de la séance suivante, à échanger avec le groupe qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi. Donc vous sentez bien que nous sommes dans l'auto-formation, l'expérimentation et la transmission entre parents et qu'on ne se contente pas d'appliquer des recettes. Ce type de travail crée des réflexes, comment apprendre à différer sa réponse pour une demande de sortie par exemple, ne pas considérer les remarques de son ado comme une attaque personnelle, dire que l'on n'est pas d'accord de manière déterminée et chercher des solutions en impliquant le jeune. Permettre aux parents donc de rester mobilisés par l'éducation, même quand la tentation de renoncer est grande. Ils apprennent à respecter leurs enfants et à maintenir un climat serein, même si la situation incite à la crispation ou la rupture. Ils restent fiers de leur attitude et de leur échange avec lui, et peu à peu sortent de la crise relationnelle, ou du moins l'envisagent. Il est à noter aussi que le travail en groupe favorise la solidarité et les encouragements si précieux lorsque les enfants ou les ados ont des comportements difficiles. Voilà en quelques mots qui nous sommes et ce que nous faisons, mais puisque nous avons la chance d'avoir la représentante francophone de Faber et Maslich, je veux parler de Roselyne Roy, je vais lui laisser la parole. Je vous remercie.